Je m'appelle Sylvie Stenbach, j'avais 20 ans en 68. J'étais à l'époque, je me cherchais un peu, j'étais pas vraiment étudiante, j'étais salariée, je tapais, j'avais appris à taper à la machine, je tapais les thèses, les doctorats de mes amis qui finissaient leurs études, je travaillais chez un avocat communiste. Voilà, enfin j'étais pas mal dans les petits boulots qui posaient pas de problème à ce moment-là, j'en trouvais tant que je voulais. Et justement 68 n'a pas été pour rien dans ensuite mon déroulement de carrière professionnelle. En 68, ce qui se passe d'assez intéressant pour moi, c'est que j'habite dans l'œil du cyclone, puisque j'habite rue Monsieur-le-Prince, dans le 6e, en plein quartier latin, la rue qui est parallèle au boulevard Saint-Michel. J'ai donc 20 ans, mais je vis avec un compagnon qui est architecte et qui est plus âgé, bien plus âgé que moi. Donc je suis entourée de gens plus âgés, qui ont plus d'expérience politique, puisque j'ai rencontré d'ailleurs ce compagnon dans une cellule du Parti communiste, et il avait son agence d'architecte rue Monsieur-le-Prince, et donc on avait trouvé un logement rue Monsieur-le-Prince où nous habitions. Et nous étions membres l'un et l'autre de la cellule Beloyanis, un communiste grec. Et voilà, et 68 arrive dans cette ambiance qui était quand même déjà très stimulante. On discutait beaucoup. Moi, j'avais des parents communistes qui avaient adhéré au Parti communiste après la guerre. Eux habitaient Bagnolet, mais néanmoins, mon père qui était urbaniste était un intellectuel, autodidacte, mais un intellectuel, ça c'est sûr. Donc il y avait déjà beaucoup de discussions. Et moi à ce moment-là, je ne me voyais pas d'ailleurs ne pas être adhérente du PC, ça me paraissait complètement naturel. En plus, il faut quand même dire qu'à ce moment-là, et toutes les années qui avaient précédé, c'était quand même la grande et belle époque du Parti communiste. Pour la petite histoire, je me souviens d'ailleurs qu'à un moment j'avais travaillé chez Simca. Au début quand j'ai commencé à travailler, Simca était une entreprise extrêmement menée, extrêmement à droite. Et je me souviens qu'un jour, je suis arrivée avec les lettres françaises, que j'étais convoquée par ce qu'on appelait le chef du personnel, le DRH d'aujourd'hui, et qui m'a dit « Mais vous avez un journal révolutionnaire, cachez ça, sinon vous allez être viré demain. » Je disais, mais attendez, c'est Picasso, c'est Aragon. Oui, mais enfin bon, il y avait des choses comme ça. Dans cette cellule qui était très ouverte, disons ce qu'on appellerait aujourd'hui un peu à la gauche du PC, c'est un peu, ça ne veut pas dire grand chose, mais enfin quand même, il y avait Boris Tasliski qui était un sculpteur qui avait été interné en camp de concentration, évidemment comme résistant communiste. Et il y avait des débats assez formidables dans la cellule avec lui qui était pour une ligne pure, dure, stalinienne, etc. Et nous, on commençait à dire, attention quand même, on sent que ça bouge, etc. Et la direction du PC freinait quand même un peu, c'est-à-dire qu'il y avait d'ailleurs des gens qui venaient, comme on dit, on était suivis, les cellules étaient suivies par la hiérarchie du PC, c'est-à-dire qu'ils venaient dans nos réunions, etc. Et ils venaient voir quand même si on comprenait bien la ligne du parti, etc. On se questionnait un peu sur... on commençait, oui, moi j'avais aussi mes discussions familiales. C'est sûr que par exemple, on commençait à revisiter un peu l'histoire de ce qui s'était passé en Yougoslavie. Alors, la Chine... Je crois qu'on n'en parlait pas parce on n'avait pas du tout d'état d'âme. C'était les Mao, tout ça, c'était pas du tout notre combat. On pensait que c'était dangereux. En revanche, tout ce qui concernait l'Union soviétique, ça commençait un peu à tirer un peu dans le manche quand même, parce que il y avait évidemment pas encore eu Prague, mais on sentait quand même que nous, on était vraiment sur une position dans la cellule globalement, mais encore une fois, ce n'était pas une cellule très représentative du PC, mais globalement dans cette cellule, on était tous d'accord qu'il fallait laisser, que l'Union soviétique n'avait pas à aller mettre son nez où que ce soit. Et là-dessus, il y avait pas de... Il n'y avait pas de courant qui traversait beaucoup cette cellule, sauf celle de notre copain Boris, mais qui nous ramenait un peu dans le droit chemin
Mais bon, ça se terminait toujours autour d'un verre, etc. Et c'était là aussi, c'était des discussions extrêmes. Quand Boris nous racontait toutes les histoires, aussi bien dans les camps que ce qu'il avait vécu, il avait été effectivement très proche de l'Union soviétique, mais tout ça était hyper intéressant pour nous et extrêmement formateur, hein. Il y a eu évidemment des échauffourées. Donc, par exemple, il y avait un certain nombre de mes camarades du parti, pas ceux de la cellule de Monsieur le Prince, mais d'autres ailleurs, qui disaient, vous voyez, les étudiants, ils viennent foutre le bordel, ils sont les aides du capitalisme, enfin bon, toute chose qui était, je pense, totalement fausse, évidemment, mais enfin, quand même, il y avait ces frictions aussi entre le monde ouvrier et le monde étudiant, ont commencé là. Il y avait aussi à ce moment-là, avec les mouvements dits gauchistes, des frictions entre eux et nous à propos du Vietnam, puisque nous c'était paix au Vietnam, le slogan, eux c'était FNL vaincra. Voilà, donc il y avait des grandes. Alors, il y avait des grandes scissions, des grandes discussions. Mais ces discussions, je dois dire que ça a quand même été extraordinaire. Habitant rue Monsieur le Prince, les portes n'avaient pas de code à ce moment-là, évidemment. Et moi, j'habitais au deuxième étage. Il y avait des fenêtres, et c'était au mois de mai, il faisait bon, les fenêtres étaient ouvertes. Et quand il y a eu des manifestations qui ont commencé à vraiment dégénérer, énormément de gens, de jeunes donc, montaient, rentraient dans l'immeuble et montaient. On leur disait, venez ici. Il se trouve que l'appartement que j'habitais, c'était un peu un atelier d'artiste, donc il y avait beaucoup de place. Enfin, il y avait une seule pièce, mais elle était très grande. Et donc tout le monde arrivait, on leur donnait à boire, à manger, et commençaient les discussions. Et alors là, c'était quand même assez étonnant parce que je me souviens que je passais des nuits à donner à manger, à boire, à accueillir les gens. Et puis un jour, je me souviens que vers 4-5 heures du matin, je me suis dit, c'est quand même incroyable, je suis en train de me faire insulter, engueuler par tous ces gens que je suis en train d'aider à se récupérer après. Mais c'était formidable parce que je l'avais pas mal pris d'ailleurs, mais c'était des discussions absolument extraordinaires du point de vue de la formation politique et de toutes les réflexions. C'est-à-dire que c'était bing bing, les arguments, et puis quand on avait été coincé sur un argument, après on allait lire les bouquins, on se disait il va falloir que je réponde à ça. Je veux dire, ça a été une formation politique et intellectuelle absolument extraordinaire. Pendant toute cette période, quand on a été ensuite à l'Odéon, oui, j'ai oublié de dire une chose, qu'à l'époque j'essayais d'être comédienne. Donc j'étais très liée au monde du théâtre. Et pareil, l'Odéon, il y a eu des discussions extraordinaires. Mon compagnon qui était architecte, il y avait des discussions, c'est d'ailleurs là qu'ils ont voulu mettre par terre l'ordre des architectes, parce que l'ordre à juste titre, c'était des mouvements assez réactionnaires, etc. Mais il y a eu une effervescence, bien sûr, mais une effervescence intellectuelle, moi, qui a été une formation incroyable. Je n'aurais jamais lu tout ce que j'ai lu, appris tout ce que j'ai appris s'il n'y avait pas eu toutes ces engueulades chez moi où c'était parfois un peu rude. J'ai tout à fait le souvenir de cette grande nuit du 10 mai, appelée la nuit des barricades, et pour cause, puisqu'elle était vraiment sous mes fenêtres, enfin, surtout rue Gay-Lussac, mais qui était juste de l'autre côté du boulevard Saint-Michel. Enfin, alors là, pour le coup, il y a beaucoup de monde qui sont réfugiés chez nous et dans d'autres appartements, d'ailleurs, du quartier, hein, il n'y avait pas que nous. Alors, ça a été compliqué, cette nuit-là, parce que il y a eu un double mouvement. Alors, la chose dont je me souviendrai quand même particulièrement, c'est cette odeur de gaz lacrymogène. Et maintenant, quand je sens une odeur, ça avait une odeur de chewing-gum, je ne supporte plus l'odeur du chewing-gum parce que je trouve que c'était la même odeur. Enfin bon, ça c'est vraiment, c'est du point de vue du sens, enfin du sens sensuel. Cette odeur était terrible parce que quand même, il y en a eu... Ils y ont été, les flics, hein, ça a quand même beaucoup canardé. Là, ce qu'il y a eu de compliqué et ce qui a donné lieu pour le coup à des grandes discussions à l'intérieur même de notre cellule, c'est vraiment les étudiants qui sont arrivés. Et il y avait effectivement une fraction, il y avait quand même la direction du parti qui disait petits bourgeois, les étudiants, je schématise, c'est pas comme ça tout à fait. Mais quand même, c'était bon, ça c'est les étudiants, Cohn-Bendit, c'est qui ce type, enfin, voilà. Et nous, on était un peu pris entre les deux dans notre cellule,
c'était à la fois, on ne pouvait pas laisser voir les manifestants se faire castagner comme ils se sont fait quand même castagner, même si heureusement il n'y a pas eu de mort. Il y avait dans la cellule un étudiant aux Arts Déco, il était communiste, mais comme tous ses copains étudiants avaient été Rue-Gay-Lussac et ailleurs, il ne les avait pas lâchés, il était avec eux, et je me souviens qu'après il était revenu en disant vous comprenez rien, ces étudiants-là justement c'est pas seulement des nantis, c'est vraiment une révolte, c'est vraiment aussi un ras-le-bol, et lui je me souviens très bien, il s'appelait François, ce François nous disant, pas ce soir-là mais après quand on avait nos réunions, il faut arriver à trouver le moyen que ouvriers et étudiants se rejoignent, parce que c'est le même désir d'en finir avec un De Gaulle, avec une société qui coinçait tout le monde, qui n'offrait pas de liberté, etc. Mais en même temps, on se disait quand même, ces étudiants, ils sont en train de faire le jeu du pouvoir, c'est de la provocation, et pendant ce temps-là, les ouvriers, eux, on s'en occupe pas, les journalistes ne s'occupent que de la rue Gay-Lussac, mais ne s'occupent pas des droits syndicaux. Ces nuits des barricades, c'était à la fois une grande solidarité et une empathie, et en même temps, dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'il faut qu'on se retrouve ou pas? Voilà, c'était un peu ça. Et nous, quand même, là où on était, on se disait, bon, il faut peut-être leur expliquer, c'est vrai que le gauchisme, c'est bien la maladie infantile du communisme, comme disait le camarade Lénine, mais quand même, c'est pas aussi, c'est pas blanc-noir, quoi. Il faut quand même qu'on discute et qu'on arrive à peut-être à se rejoindre dans un mouvement. Il va de soi que par mon âge, mon environnement, l'endroit où j'habite, qui est plus anodin, mais enfin quand même, et mon appartenance au parti communiste, il va de soi que je suis de toutes les manifs, et plus que ça. Parce que dans le quartier, c'était pas triste non plus. Quand je dis que les gens montaient, qu'on avait des discussions sans fin, des engueulades, quand on descendait vendre l'humanité au coin de la rue Monsieur le Prince et de la rue de Vaugirard et du boulevard Saint-Michel, c'était assez folklorique aussi, parce que évidemment on était les sectaires, les cocos, donc les étudiants du coin ne nous voyaient pas d'un bon oeil, pas plus que nous parfois on les voyait d'un bon oeil. Donc et en même temps, on avait quand même le même âge. Je me souviens aussi qu'il y avait tous ces cartes de flics, de CRS le long du boulevard Saint-Michel. Et il y avait quand même des moments de répit, parce que c'était surtout en fin de journée que ça pétait. Et il y avait donc tous ces cartes de CRS, et on était avec l'UMA, on descendait le boulevard Saint-Michel, on était avec d'autres, je me souviens notamment d'un jour, on était deux nénettes, à peine 20 ans. Et alors il y avait les CRS quand même qui voulaient se détendre sans doute, qui faisaient des petites remarques à travers leur grillage et tout. Alors nous on passait fiers comme Artaban, tu vois, pas question de faire la moindre réaction. Enfin voilà, c'était assez rigolo parce que parce que tout le monde avait le même âge, hein, par ailleurs. Je pense que les CRS à l'époque, ils avaient 20 ans aussi, et qu'ils voyaient passer deux nénettes avec l'UMA avant de l'UMA, ils ont dû raconter ça le soir chez eux aussi. Hein, c'était... Bon, mais enfin là, on a été d'une rectitude absolue, évidemment. Donc moi, j'ai été dans toutes les manifs qui ont eu lieu. Il y a la grande manif du 13 mai, qui a été... bah oui, là c'était un énorme... c'est là, non, c'est à la manif du 13 mai, je crois qu'on a dit qu'il y avait 1 million de personnes dans les rues. Je ne sais pas si le chiffre était bon, mais en tout cas ça a été encore plus que la manif du 10 mai, puisque... et là ça a été une manif très très politique, puisque c'est quand même là que 10 ans ça suffit adressé à De Gaulle, puisque De Gaulle est arrivé en 58, 13 mai 58 d'ailleurs. Là il y a vraiment eu... Tout à coup, ce qui était un peu épars comme ça, il me semble, je ne fais pas une analyse politique, je ne suis pas une personnalité politique, mais il me semble que là, le 13 mai, quelque chose s'est organisé. À partir du 13 mai, il me semble me souvenir que vraiment là, il y a eu une organisation, enfin il y a eu une conscience politique pour tout le monde. Que là, on rigolait plus, si je peux dire, enfin encore qu'on a bien rigolé après quand même, mais c'était De Gaulle qui était en cause, c'était cette France que les jeunes et les moins jeunes, encore une fois, parce que je pense
que quand même, on ne parle pas assez de ce que connaissaient, de ce que vivaient les mecs dans les usines. Hein. C'était vraiment, vraiment dur, quoi. Et donc tout ça, je crois que ce jour-là, le 13 mai, tout le monde a compris qu'il fallait que ça cesse. Et qu'on allait essayer de faire que ça cesse. La légèreté, bizarrement, moi j'ai le souvenir à la fois de quelque chose de très lourd, voilà, les gaz lacrymogènes, les CRS, les engueulades, mais en même temps, comme tout s'est arrêté, qu'il y a eu la grève générale qui a donc été mise en œuvre, qu'on a commencé à ne plus avoir d'autobus, de machin, que les gens ont arrêté de travailler dans beaucoup d'endroits. Je parle de Paris. La province, c'était sans doute autre chose. Mais tout à coup, on était hors la loi. Et donc, il y a eu une légèreté. Je me souviens d'être dans la rue Monsieur le Prince où il n'y avait plus une bagnole, plus personne ne circulait, et entre deux manifs, on se baladait dans ces rues, au moins du quartier latin, encore une fois je ne peux pas dire partout, mais là, et c'était, on se réappropriait un peu les rues de la ville, on se parlait, tout le monde parlait à tout le monde, voilà, il y a eu moi je trouve, on parle de liberté, mais surtout une légèreté, quoi. Tout à coup c'était... il n'y avait plus de frontières, de clivages, et quand on avait envie de s'engueuler, on s'engueulait, quand on avait envie de faire des trucs, voilà, et ça a été, c'est vrai que ça a été des moments joyeux, voilà, joyeux, et joyeux d'autant plus qu'ils étaient porteurs de sens. C'est sympa quand on est léger en même temps qu'il y a du sens dans ce qu'on fait, ou dans ce qu'on dit, ou dans les relations qu'on a, voilà. Donc il y a eu Alors là, ça quand même, bah oui, on l'a ressenti vraiment, là, cette grève générale partout. Alors nous, on était contents enfin les communistes, parce que quand même, là, le monde ouvrier vraiment partait, et que, pareil, je peux pas, je suis pas femme politique, mais Segui, je crois, avait assez bien pigé quand même, il avait compris qu'il fallait quand même aussi qu'avec les étudiants quelque chose, enfin qu'on ne soit pas comme ça à être dans une confrontation. Je pense que ce qui se passe à partir du 13 mai et à partir du moment où Renault est occupé, la Sorbonne est occupée, il y a ce sentiment qu'on est bien dans quelque chose qui devrait se rejoindre, que tout ça n'est pas sans lien, que les rêves des uns et des autres ont des points communs. Mais c'est compliqué de faire la jonction, et on ne la fera pas vraiment. C'est vrai que les lieux étudiants, Sorbonne et Odéon, étaient très ouverts. Que les lieux, vous voyez, les usines, et notamment Renault, Billancourt, étaient fermés à qui ne montrait pas patte blanche. Mais ça a été justifié. Enfin, moi, je me souviens qu'à l'époque, parce que quand le mouvement étudiant a commencé un peu à se déliter, et qu'il y a eu à la Sorbonne ce qu'on a appelé les Katangais, des groupes, pas très clairs, pour le coup, voire pour certains individus, je ne parle pas pour tout le monde, mais certains individus qui étaient pas loin d'être des délinquants, le mouvement ouvrier disait, vous voyez, on a bien fait de ne pas ouvrir, parce que quand même c'est ce qui se passe. Alors après, ça devient n'importe quoi. Effectivement, à la Sorbonne, moi j'y allais pas beaucoup, c'est marrant, c'était pas loin, c'était de l'autre côté de chez moi, mais j'allais plus côté Odéon, parce que ça me concernait plus. Mais malgré tout, j'avais été un peu à la Sorbonne, et il est vrai, oui, c'est ça qui était assez intéressant aussi. Il est vrai que quand on allait à la Sorbonne, très vite il y a eu des papiers gras, des machins et tout. Et ça, c'est une chose que peut-être les étudiants parce que quand même, à l'époque, c'est vrai qu'il y avait 1% d'enfants d'ouvriers qui étaient étudiants quand même. Ça, c'est une réalité, il ne faut pas l'oublier tout de même. Et que je me souviens, alors pas dans ma cellule non plus, mais quand je discutais avec d'autres communistes, de milieux plus prolétaires, plus ouvriers ou en petits employés, quand il y avait des images qui leur arrivaient par la télé, puisque c'était relayé par la télé ou par la radio, puisque tout ça était très circonscrit au quartier latin,
il disait oui mais tu vois quand même ces petits bourgeois ils détruisent. Nous la Sorbonne on aurait bien aimé y aller, c'est notre patrimoine, c'est tout le monde n'y a pas accès et eux ils s'en foutent, ils y vont, ils mettent c'est sale, ils le détruisent. Il y avait une espèce de respect du monde qui n'était pas étudiant pour ces institutions de la République auquel il est vrai il n'avait pas accès et que peu de gens et peu d'étudiants ont compris que dans les réactions mais qu'est-ce que vous faites à dégueulasser la Sorbonne, à ouvrir les portes, à laisser rentrer n'importe qui, il y avait le respect voilà, de ces institutions, de ces bâtiments. Je veux dire, la plupart des gens en France n'avaient jamais mis les pieds à la Sorbonne et n'auraient jamais rêvé, et au Parti communiste encore moins, évidemment. Alors l'Odéon, ça a été un peu différent parce que là c'était l'univers des artistes. Enfin, il est vrai aussi que moi, j'y allais beaucoup à l'Odéon puisque j'avais beaucoup de copains comédiens. Moi, j'étais apprentie comédienne, mais j'avais des amis qui étaient des comédiens qui travaillaient, qui étaient plus des apprentis, qui étaient des professionnels. Bon, c'est vrai que très vite, l'Odéon, c'est aussi devenu un peu le bordel, excusez-moi, mais bon, c'était un peu n'importe quoi. Alors, ça faisait partie. Comme là, c'était le monde des artistes, je pense que c'était mieux toléré. Mais pareil, quoi, c'était quand même assez extraordinaire pour le coup de se retrouver dans ce théâtre magnifique. Et comme j'ai eu le sentiment de m'approprier les rues du quartier latin, comme jamais, j'ai eu aussi le sentiment de m'approprier l'Odéon, ce théâtre. Et je pense que la plupart des gens qui venaient à l'Odéon venaient discuter, bien sûr, mais c'était aussi un bonheur quand même de rentrer dans des lieux comme ça où on avait éventuellement été une fois, parce qu'on avait eu une invitation, quand on était jeune comédien dans les cours, on nous donnait des invitations gratuites, mais voilà, c'était quand même un haut lieu. Ce qui se passait à l'Odéon, c'était un peu foutraque en définitive, c'est-à-dire qu'il y avait des moments de discussion. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, grande discussion dans tous ces lieux-là. Comment on continue le combat, quoi, pour reprendre l'expression? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on organise? Comme évidemment il y a la liberté absolue de parole et pas de hiérarchie, dès qu'il y en avait un qui voulait un peu organiser le débat, où que ce soit d'ailleurs, il n'en était pas question. Donc tout le monde parle et tout le monde dit ce qu'il a envie de dire, c'est-à-dire que ça durait quand même très longtemps. Que les engueulades que moi j'avais à un petit niveau dans mon appartement, c'était à démultiplier par je sais pas combien, 1000, 2000, combien tient l'Odéon, je vais dire une bêtise, mais disons 1000 personnes, où tout le monde intervenait, et que très vite ça commençait à s'accrocher, même si là évidemment, là c'était vraiment il y avait quasiment pas de communistes à l'Odéon, hein, c'était sauf ceux du quartier, mais sinon mais du coup tout le monde, tous les mouvements, parce que pour le coup le monde gauchiste entre guillemets, je mets ces guillemets sur toutes les fractions gauchistes, Mao, trotskiste, gauche prolétarienne, etc. Tout ce petit monde évidemment était totalement en désaccord. Donc moi je me souviens quand j'y allais, ça m'amusait parce que là pour le coup j'écoutais, je n'intervenais évidemment pas parce que c'était vraiment un discours intra-mouvement gauchiste et que c'était extrêmement violent d'ailleurs, mais en même temps là aussi il y avait des mecs qui dormaient plus ou moins dans un coin, qui buvaient. Je resterais correcte sur ce qui pouvait se passer dans des coins derrière. Il y avait des couples, il y avait je veux dire, qui s'embrassaient, enfin c'était la vie est à nous, l'Odéon est à nous, et c'est marrant comme c'est contradictoire, comme à la fois tout ce mouvement était en même temps dur, à chaque fois c'est ça qui me revient, c'était dur et drôle, c'était pesant et léger, c'était voilà, moi j'ai le souvenir qu'il y a toujours eu un peu les deux événements, on sortait de là, on disait bon, alors maintenant qu'est-ce qu'on fait de ça? Moi je me souviens aussi qu'on allait aussi à l'Odéon avec mes camarades de cellule, pour savoir justement ce qui se disait, et que ensuite on revenait, on en discutait
entre nous, mais on en discutait avec toute la hiérarchie, puisque le parti était un parti assez hiérarchisé, les cellules, les sections, les fédérations, bon, et donc ça remontait, comme on dit, et voilà, c'était important de dire, voilà, nous on a entendu ça, il faut pas le nier, ou bien ça c'est vraiment des conneries, mais voilà, l'Odéon c'était quand même un peu le Barnum, ce qui est normal pour un théâtre. Ouais, c'était vraiment, c'était une espèce de spectacle. Et il y avait quand même beaucoup je me souviens aussi, il y avait quand même beaucoup à l'Odéon de gens un peu allumés. Mais c'est merveilleux, tout à coup, les fous ont la parole, quoi. C'est quand même une chose à vivre dans sa vie qui est plutôt sympathique, quoi. Il y avait aussi 68 a été très porteur de tout ce qui se passait, tous les prémices de la psychiatrie, qui essayait aussi de sortir des carcans. Donc c'était aussi, tout ça était beaucoup sur un fond de connaissances ou de découverte de tout ce qui était psychanalyse, psychiatrie, on était aussi là-dedans. C'est pour ça aussi qu'il y a eu tout ce mouvement des mœurs qui évidemment a été très fort parce que on était, quand je parle des bouquins sur lesquels on se précipitait, il y avait aussi les bouquins de psychanalyse, qu'est-ce qui est et l'Odéon a été vraiment c'est là, au Quartier Latin en tout cas, c'est là qu'il y a eu la parole la plus déjantée et qui n'a pas donné grand-chose d'ailleurs, me semble-t-il, du point de vue du théâtre, parce que les théâtres ont été en grève, évidemment. Il y a un moment où les gens aussi, il y a aussi un effet de fatigue, et les gens disent, il y en a marre, on commence à en avoir marre. Je dois dire que moi, au bout de je ne sais plus combien, 3 semaines, je crois, mes parents habitaient Bagnolet, je leur ai dit, s'il vous plaît, je voudrais venir dormir chez vous, parce que ça fait 3 semaines que j'ai pas dormi, j'en peux plus. Alors moi, c'était pas grave, mais je dis ça parce qu'il y a eu quand même, à Paris, une telle mobilisation, que effectivement et que sans doute en province, à travers là aussi ce que montraient les télés, les radios, je pense que les gens ont dû dire bon bah maintenant ça va comme ça, quoi, comme toujours dans les mouvements. Petite anecdote, je me souviens j'avais une des sœurs de mon compagnon, donc lui il était communiste, mais il avait une sœur bien plus âgée qui était religieuse, qui vivait au Liban et qui était qui s'occupait d'enfants libanais, orphelins. C'était une femme formidable d'ailleurs. Et elle est venue 1 mois après à Paris et on l'a reçue chez nous. Et quand on lui a dit on vient te chercher à l'aéroport et tu viendras à la maison, elle a dit et qu'elle est arrivée boulevard Saint-Michel, elle a dit ah mais il y a encore des immeubles, c'est encore debout, parce que vu ce qu'elle avait vu à la télé, pour elle c'était il n'y avait plus rien en Quartier Latin, quoi. C'est le cas de dire, ça n'avait pas été encore Beyrouth, mais pour elle c'était pire, quoi. Et je pense que là il y a eu un effet de fatigue. Le mouvement ouvrier, lui, avançait pour certaines de ses revendications. Et effectivement, comme avait dit l'autre, il faut savoir terminer une grève et qu'on allait par là. Et que donc, ce mouvement étudiant, lui, on commençait à trouver que ça allait comme ça, quoi. Et que ça devenait un peu les affrontements, certains groupes d'étudiants ou certains groupes de jeunes, pour ne même pas dire d'étudiants, et les flics. Que ça commençait à se réduire et que ça excluait les autres autour qui avaient été là, aussi bien les étudiants que les mouvements centripètes, là, quand ça vire tout le monde, il ne restait plus en face à face que certains, enfin que des jeunes et que les flics. Charléty, je pense, a marqué aussi un point de rupture dans le mouvement politique, puisque Charléty, c'était le retour du politique un peu plus traditionnel, c'est-à-dire qu'on était sorti d'une espèce de fête quand même, et qu'on était plutôt dans une espèce de fête, même si tout ça bougeait beaucoup, et que là un peu tout le monde disait, bon allez maintenant on retourne aux choses sérieuses, les sociodémocrates, les communistes, on va terminer la grève, et du coup, et les étudiants qui savaient plus très bien ce qui allait se passer. Je pense que Charléty a été un moment... Enfin, moi, je considère aujourd'hui que ça a été dommage. Ça a cassé quelque chose. Le départ, l'absence, puisqu'on ne savait pas où il était passé, le père de Gaulle, hein, quand même. Il était malin, quand même. parce que bon, évidemment que tout le monde sait, enfin, que la plupart de ceux qui avaient dit 10 ans ça suffit étaient ravis que de Gaulle
apparemment lâche l'affaire, mais comme on ne savait pas où il était parti, et alors quand même, une chose dont je me souviens, c'est que comme on ne savait pas où il était, on a quand même entendu parler d'Allemagne, il y a eu la rumeur qu'il était parti en Allemagne, et on se disait, il y a quand même eu un moment de flottement, où on se disait, est-ce qu'il va faire intervenir l'armée pour arrêter tout ça, et avec l'aide, ou est-ce qu'il a été chercher en Allemagne l'aval, y compris les forces, puisqu'il y avait encore des forces militaires françaises en Allemagne. Est-ce qu'il est parti chercher l'armée? Il y a eu ça. J'ai pas le souvenir que ça ait duré bien longtemps, mais quand même, il y a eu une tension aussi à ce moment-là, de se dire, on sentait, quand on arrive à la fin mai, à la grande manif du 30, etc., on sent que de toute façon, quelque chose va se passer. On ne pouvait pas rester dans une situation pareille encore des mois et des mois. Mais, et le départ de De Gaulle, le mystère de où il est parti, c'était, voilà, il va revenir et l'armée va mettre, bon, heureusement, il ne l'a pas fait, je pense que c'était pas, contrairement à ce que croyait à l'époque le Parti communiste, je pense que De Gaulle, effectivement, n'a jamais été un dictateur. Dans les leçons de cette période, la grande manif gaulliste en a été une, pour nous, jeunes militants. Parce qu'on avait quand même l'impression, même si on sentait que ça n'allait pas durer éternellement, cette situation, évidemment, mais on avait quand même l'impression qu'on avait tenu le haut du pavé, c'est le cas de le dire, et que par ailleurs, un certain nombre de choses allaient en sortir, ce qui a été vrai aussi. De 68, ça a quand même sensiblement modifié la vie des Français et de la France. Mais quand il y a eu l'appel à une manifestation des gaullistes, on y a même à peine fait attention. Enfin, moi, en tout cas, là où j'étais, je sais pas, il y avait peut-être des gens qui en avaient. Mais et quand on a vu qu'ils étaient capables de mettre quasiment autant de monde sur les Champs-Élysées que nous, on en avait mis de la République à la Nation, ou ben c'est vrai que c'est une leçon. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais sous-estimer son ennemi. Au moment des accords de Grenelle, Boulogne, enfin Billancourt, qui avait été fermé, comme je connaissais dans le 6e arrondissement, il y avait un ouvrier de Billancourt qui était... qui suivait les communistes du 6e, comme on dit, et qui était un mec que j'aime beaucoup et que je vois d'ailleurs toujours, puisque le hasard fait qu'on habite pas loin l'un de chez l'autre maintenant. Mais voilà, il nous avait, je ne sais pas qui l'avait invité, mais en tout cas, moi j'avais été invitée, il m'avait dit viens, on fait un grand bal sur l'île Seguin, voilà, et on avait été, et je me souviendrai toujours de mon passage quand je suis passée sur le pont au-dessus de la Seine pour rentrer dans cette forteresse ouvrière qui était effectivement une forteresse complètement fermée. Et je me souviens très bien de moi à ce moment-là, je me revois franchissant ce pont en me disant je passe le Rubicon, quoi, c'est incroyable, je suis en train de rentrer dans Renault-Billancourt parce que toute communiste que j'étais, je n'avais jamais évidemment mis les pieds à... Et donc il y a eu ce grand bal... ce bal à Billancourt, qui était, voilà, en tout cas, puis on a discuté avec les gars de Billancourt qui étaient heureux, parce qu'effectivement, le beefsteak qu'ils avaient gagné, c'était surtout l'autorisation du syndicat dans l'entreprise, ce que les gens oublient que jusqu'en 68, il n'y avait pas le droit d'avoir un syndicat dans l'entreprise, quand même, plus des augmentations de salaire, etc. Mais je crois que la liberté de ce syndical dans l'entreprise, c'était aussi important que les beefsteaks, contrairement à ce que disaient mes camarades gauchistes. Flins, c'était une autre forteresse ouvrière, mais je me souviens évidemment de l'émotion qu'il y a eu. Mais là, un petit peu comme la fin du mouvement étudiant au quartier latin, où ça se cognait un peu entre flics et mouvement étudiant ou mouvement de jeunes un peu dur, Flins pour moi c'était assez les règlements de compte... c'est difficile, j'aime pas trop dire ça parce que mais quand même ça avait été pour moi, j'ai le souvenir d'un truc un peu noyauté là aussi par des mouvements gauchistes et qui voilà, bah, le mort qu'il y a eu ça a été là, quoi, et que bah, ils ont voilà, de ce point de vue là c'est vrai que la CGT tenait mieux ses gars que ce qui s'est passé à Flins. Je ne sais pas si c'est une chose qu'il faut dire, mais hormis enfin moi je suis plutôt en empathie en général dans la vie, donc hormis le fait de se dire c'est terrible, ce mec
a été, je crois, noyé, enfin, si j'ai bonne mémoire. Noyé. Oui, il s'est noyé. Voilà, c'était terrible. Mais d'une certaine façon, je me disais, ça ne m'étonne pas. Il y a eu ces fameuses élections qu'on a appelées les élections de la peur, parce qu'effectivement, la France a voté massivement pour la droite, tellement tout le monde a eu peur dans les chaumières. Je me souviens juste que j'étais donc toujours rue Monsieur le Prince, et il y a eu les élections, et évidemment, comme on disait, les communistes, on tenait les bureaux de vote. On avait un vocabulaire très militaire, hein, quand même. Et le 6e a pour particularité d'avoir beaucoup de couvents. Il y a donc beaucoup de curés et de religieuses dans le 6e. Il y a un gros foncier de l'église. Et je me souviens que quand j'étais derrière le bureau de vote, c'était évidemment inutile de dire qu'à l'époque, j'étais avec des mini-jupes très très mini, et j'avais dégoté dans une friperie une mini-jupe bleu-blanc-rouge. Et alors j'étais vachement contente parce que j'étais avec ma jupe vraiment ras-le-bonbon bleu-blanc-rouge, et je me souviens que les bonnes sœurs arrivaient pour voter et que j'étais donc avec les coins. Et c'est tout juste, si elle ne détournait pas la tête, quelle horreur, une jeune habillée si court et en bleu-blanc-rouge, parce que j'avais envie de leur dire, mais je suis aussi républicaine que vous, et même plus. Bon, et néanmoins, ça a été une catastrophe, effectivement, parce que voilà, les gens ont eu peur. Et après arrive la Tchécoslovaquie, l'invasion des Russes. Alors, j'avais été l'année d'avant à Prague avec mon compagnon qui était prof d'archi, enfin qui était architecte et prof d'archi. On était partis avec des étudiants, ils les avaient emmenés là-bas. Et je me souviendrai toujours d'une chose vachement importante. Quand on était là-bas, les étudiants, ils faisaient qu'une chose à Prague, c'était du marché noir avec les Tchèques. Mais enfin bon, ça les regardait. Nous, en revanche, on discutait, je me souviendrai toujours, un jour dans la rue, dans la rue, on a été abordé par une femme. Il y avait mon compagnon, un autre prof d'archi, et moi. Et on est abordé par une femme et qui nous dit, vous êtes français, je voudrais vous parler. Et elle nous dit, est-ce que vous pouvez venir? Et elle nous donne rendez-vous. Et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on était... et on va à ce rendez-vous, on se retrouve hors de Prague, dans une espèce de zone de HLM, mais c'était vraiment la zone, il y avait les bâtiments, et on savait... et on arrive là-bas, et la fille, alors c'est loin, mais je me souviens qu'elle nous fait rentrer en catimini chez elle, et elle nous raconte ce qui se passe en Tchécoslovaquie, la vie en Tchécoslovaquie, et elle dit, dites-le. Et cette histoire, moi, m'a renvoyée à ce que mon père m'avait raconté après Budapest. Il était donc communiste, en France évidemment, et était arrivé dans sa cellule deux Hongrois. Et dans la réunion de cellule, ces deux Hongrois avaient dit, mais Budapest, vous croyez que c'est l'extrême droite, mais oui, il y a des gens d'extrême droite, mais vous savez, en Hongrie, on vit comme ci, comme ça, et c'est horrible, etc. Et mon père m'avait raconté que toute sa cellule était sidérée d'entendre ce récit, qui n'était pas du tout conforme à ce qu'on leur avait raconté de ce qui se passait en Hongrie, bien sûr. Et c'est si vrai que mon père me raconte toujours, il me dit 15 jours après, il y a un mec de la section, de la hiérarchie qui arrive en disant ces deux personnes qui sont venues, nous tenons à vous dire que ce sont des espions à la solde de la CIA et machin et ça. Et mon père m'a dit, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire que ce qu'on racontait, en tout cas en ce qui concernait la politique internationale, c'était pas tout à fait ça. Et quand j'avais été à Prague et que j'ai eu cette relation, ce récit de cette femme, tout à coup l'histoire de mon père m'est revenue. Et donc après 68 arrivent les chars en Tchécoslovaquie, oui. Et là, alors là, je dois dire que comme un seul homme, nous, dans notre 6e, on a tous été immédiatement, complètement à dire que on était totalement contre l'intervention, évidemment, des Russes en Tchécoslovaquie, et on a été en forte tension avec la direction du PC. C'était Marchais qui n'avait pas des positions claires, c'est moins qu'on puisse dire, et comme mon père a commencé à avoir des doutes avec cette histoire de Hongrie, nous c'est là, puis ensuite avec l'Afghanistan, où on s'est mis à se dire que c'était pas possible,
En 68, je savais pas très bien. Bon, j'étais apprentie comédienne, mais je sentais bien que j'allais pas continuer. Je croyais, j'étais pas assez narcissique pour pouvoir être comédienne, etc. Bon, bref. Et je faisais des petits boulots et tout. Et je me disais, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et c'est quand même, après, c'est grâce à 68. Et moi, ça m'a changé ma vie. Je parle pas seulement de la contraception, de tout ce que tout le monde dit et sait. Mais pour moi, personnellement, il y a eu un truc énorme qui s'est produit. C'est que la Sorbonne avait été ouverte pendant 68, mais ça ne s'est pas arrêté là d'une certaine façon. C'est-à-dire que c'est grâce à 68 qu'a été mis en place ce qui s'est appelé à ce moment-là le... Je n'avais pas mon bac, j'avais eu un parcours compliqué. Bon. Et s'est ouvert l'examen spécial d'entrée en fac pour les salariés. Et moi, ça a été incroyable parce que j'ai préparé cet examen, puisque c'était un examen, hein, on ne faisait pas de cadeaux particuliers. Donc j'ai préparé pendant 1 an cet examen, je l'ai réussi. Je suis donc rentrée en fac de lettres à Censier, où j'ai retrouvé quelques mouvements sympathiques étudiants, mais ça c'est une autre histoire. Et j'ai passé une licence, une maîtrise, et sans 68, je ne sais pas ce qui serait passé, mais en tout cas, moi, ça a changé ma vie. Parce que et je me souviens très bien qu'après aussi venant de 68, je crois que c'est terminé maintenant, mais il y avait des cours, comme je travaillais dans la journée, il y avait des cours le soir pour les salariés et les mêmes profs et tout ça, et qui nous donnaient des devoirs surtout à faire quand il y avait des moments de vacances, etc. Enfin, on était en contrôle continu comme tous les étudiants, mais on avait des possibilités de rendre certaines dissertes, etc. À d'autres moments. Bon, et ça a été, on n'en parle pas. Maintenant, ça existe. Il y a toujours un examen pour les non-bacheliers, mais ça n'a plus rien à voir. Mais c'est 68 et c'est les profs des facs qui ont mis ce diplôme en place. Donc vraiment, ça a été... Merci les profs de fac de l'époque, parce que c'était vraiment génial. Je suis restée encore des années au parti, même à partir du moment où j'ai su que je ne partageais plus ces idées-là, en tout cas les idées par rapport à, encore une fois, pas forcément en France, mais ailleurs, tout simplement parce que j'étais rentrée à l'UMA comme journaliste, que j'ai eu une passion pour le journalisme, que j'étais en page culture, que j'ai eu un boulot extraordinaire pendant 10 ans, et que j'étais en politique et j'ai demandé à passer en culture parce qu'en page politique, d'ailleurs je me faisais engueuler tout le temps parce que je disais pas ce qu'il fallait dire, etc. Donc j'ai demandé à rallier les pages culture, j'étais en page culture et j'ai eu un grand bonheur professionnel. Et je me disais que la moindre déshonnêteté, c'était tant que j'étais payée par l'UMA et le parti, je pouvais pas non plus quitter le parti. Je veux dire, il faut être cohérent dans la vie. Il me donnait à manger et j'allais pas quitter le parti. Donc tant que j'étais à l'UMA, je suis restée adhérente du parti pour cette raison-là. Une chose qu'il faut dire aussi par rapport au journalisme à l'UMA, j'y suis restée, parce qu'il faut aussi savoir une chose, c'est que même, j'ai vu avec des amis qui ont quitté le journal ou qui ont été virés, etc., quand on sortait de l'UMA, dans les années 90, ça continuait à être un grand ostracisme. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même énormément de journalistes de l'UMA qui n'ont jamais retrouvé de boulot dans la presse. Et je me souviens, je ne donnerai pas le nom par charité communiste, allez, pas chrétienne, mais d'un grand directeur de journal de gauche qui avait dit, moi, directeur de ce journal, il n'y aura jamais un communiste ou un ancien communiste ici. Et un peu là aussi, je veux dire, l'histoire se répète, hein, comme mon père était viré de tous les endroits où il bossait, avant de d'avoir une profession libérale et de plus travailler dans les boîtes, c'était très compliqué de retrouver du boulot, et que donc quand on avait vraiment besoin de gagner sa vie, par ailleurs, il fallait, on se disait pas, bah tiens, je vais quitter l'UMA et je vais aller ailleurs. Hein. Il y a des grands journalistes et de formidables journalistes de l'UMA, parce qu'il y a eu une bande de grands journalistes, dont certains ou n'ont pas retrouvé, ou ont mis beaucoup de temps à retrouver du boulot. Hein. Voilà, l'anticommunisme, c'est quelque chose qui existe. Hein. C'est pas une vue de l'esprit. Personne ayant vécu ce qu'on a appelé les événements, ayant été impliqués dans ce qui s'est passé en 68, je pense, ne s'est sortie indemne de cette période. Elle a été formatrice intellectuellement, comme je crois que peu de générations
Il y a toujours un moment, dans une génération, il y a souvent un moment qui est formateur, mais celui-là, il l'a été extraordinairement. Il y a eu toutes les discussions aussi sur, justement, pas seulement la politique, mais les mœurs. Par exemple, je me souviens que moi, à l'époque, il y avait le mouvement féministe qui montait. Là aussi, au parti, c'était un peu compliqué, parce que moi, je regardais vraiment de près ces mouvements féministes. Je me sentais moi-même, bien sûr, très attirée par le fait que j'avais un compagnon qui avait des tas de qualités, mais en tout cas, faire la vaisselle, il ne savait pas, hein, quand même. Donc tout ça me questionnait évidemment. Le parti disait en gros, c'est un mauvais combat, il n'est qu'un combat, c'est celui de la lutte des classes, c'est pas les femmes contre les hommes, ce qui est vrai d'ailleurs. Donc les filles, nous, on était un peu aussi, au parti, on était un petit peu là aussi, un peu prises entre deux feux, quoi, sur le mouvement féministe. Donc on a fait notre... Mais n'empêche qu'évidemment, en tout cas en privé, et même quand on discutait, le rôle de la femme, la liberté sexuelle des femmes, puisque les hommes l'ont quand même toujours eu, donc que les femmes puissent aussi dire qu'elles avaient, si elles avaient envie de prendre un amant, elles le prenaient. Tout ça, c'est des choses, même quand les gens ne le faisaient pas, mais ça veut dire que ça a quand même totalement bouleversé. Ma mère, elle était complètement sidérée. Parce qu'elle, qui avait souffert de beaucoup de choses, justement, d'être une femme avec les avortements, les trucs, pas la contraception, pas tout ça, n'empêche qu'elle trouvait qu'on allait quand même un peu loin. Elle disait, mais vous allez mettre votre vie en l'air. Et bien sûr que moi, je veux dire, alors là, pour le coup, mais ma vie, elle a été complètement le résultat de ces 2 mois qui ébranlèrent mon monde à moi. C'est-à-dire que la façon dont justement je me suis assumée financièrement, professionnellement, ma relation avec les hommes, le fait d'avoir des enfants, pas très jeunes, parce que mon travail était ce métier de journaliste que j'aime tant, que j'ai tant aimé, comment on dit, j'ai pas fait des enfants tout de suite, mais je me sentais pas du tout obligée de les faire tout de suite. Et je me disais, je veux avoir des enfants quand je me sentirais bien pour les avoir, quand je pourrais... Bon, tout ça, c'est comme ça que j'ai fait d'ailleurs. Et c'est très marrant parce qu'à l'UMA, en fait, on a été quasiment la première génération de filles à rentrer dans la rédaction de l'UMA. Il y a eu quelques femmes, ô combien importantes, hein, d'ailleurs, des résistantes, des filles formidables. Mais en tant que génération, on a été vraiment la première génération. On a été une dizaine de filles à rentrer quand justement cette génération de la résistance a été proche de la retraite. Il a fallu remplacer les journalistes et ils en ont profité pour le coup, là, très, très, très justement, pour dire il faut que des femmes rentrent dans la rédaction du MAR. Et donc il y a eu une espèce de rentrée massive des femmes et je me souviendrai toujours parce qu'on a toutes eu quasiment la même leçon. Il y avait une de ces femmes qui était à la direction de l'UMA et quand on arrivait dans son bureau pour le moment de l'embauche, disons, qui nous disait bon alors ici, hein, il n'y a pas d'histoire hein, entre les hommes, les femmes, tu parles, il y en avait déjà partout, mais et elle, la première d'ailleurs. Et nous, après, je me souviens très bien qu'on avait nos histoires, pas forcément dans le journal, mais qu'on était jeunes, qu'on avait chacun nos histoires d'amour, et qu'il y avait les plus vieux qui nous disaient « Mais vous êtes incroyables, vous en parlez comme ça, comme si ça ne vous gênait pas de dire que vous avez quitté un tel, une telle, et que vous êtes avec quelqu'un d'autre et tout. » Alors que moi, je me souviens des journalistes, ils nous disaient la première leçon quand vous arrivez ici, si ma femme téléphone, tu me dis que je suis en reportage. Ok. Et ils étaient sidérés par notre liberté de ton. Mais pour nous, c'était pas une liberté, c'était normal, quoi. Voilà, on s'en parlait entre nous. Et tout ça, je dis ça, c'est de l'anecdote, mais ça veut dire à quel point on est arrivé avec une espèce de, là aussi, de grande légèreté quand même. Hein, et ça n'empêchait pas d'avoir des chagrins d'amour, des problèmes de couple, tout ce qu'on veut. Mais, je veux dire, moi, ça n'a pas été... j'ai toujours considéré dans ma vie que c'était quand même pas ça qui... que j'étais faite d'autre chose que seulement mes histoires d'amour, quoi. Qu'il y avait mon travail, mes amitiés,
voilà, et puis que quand ça n'allait pas avec quelqu'un, j'arrêtais, quoi. Après, quand on fonde une famille, c'est un peu autre chose. Comme il y a eu cette stimulation intellectuelle extrêmement grande, moi je me suis après, même si j'ai pas été au MLF, parce que ça aurait pas été, c'était pas la tasse de thé des jeunes femmes communistes, mais j'ai lu toute la littérature féministe, américaine puis française. Je veux dire, voilà, j'ai suivi oui, il y a eu toute cette... évidemment, ça m'a totalement formée, totalement. Et quand je vois des jeunes femmes aujourd'hui, je ne veux pas jouer elles font ce qu'elles veulent, mais je me souviens qu'il y a quelques années, les filles disaient, ouais, mais maintenant, ça y est, nous... Je disais, vous allez voir avec vos compagnons, vous allez voir, si vous vous laissez faire, vous allez voir. Et je trouve qu'il y a un petit peu un mouvement... voilà, un petit mouvement de recul par rapport à cette espèce de liberté. Ça voulait pas dire faire n'importe quoi, mais ça voulait dire, oui, alors d'abord, mon corps m'appartient, et ô combien, et c'était quand même bien la première fois que les femmes se disaient ça dans l'histoire de la femme en France, en tout cas, parce que donc la pilule arrive, elle arrive juste après 68. Moi, je me souviens que les premières contraceptions que j'ai eues, je demandais à des copains qui partaient au ski en Suisse de me rapporter des méthodes contraceptives de Suisse. Et la pilule, c'est 68-69, après 68. L'avortement, c'est évidemment Simone Veil, et c'est bien après. 68 quand même, encore nécessité de demander au mari pour ouvrir un compte bancaire. Bon, moi, je n'étais pas mariée, mais enfin voilà, 68, c'est loin, c'est pas loin. Je suis pas non plus un dinosaure, quoi. Donc c'est quand même... donc tout ça, avoir un chéquier, ça veut dire... Tu dis à ton mec que t'as pas à lui montrer tes comptes, quoi. Et que ça change tout. Et que, voilà, et que tu peux avoir ta cagnotte, tu peux faire ce que tu veux, tu peux aller avorter si t'as pas eu ta contraception. Enfin bon, je comprends pas non plus pourquoi l'avortement revient aussi fortement. Mais qu'est-ce que font les filles avec la contraception, quoi. Bon, donc tout ça, ça a été, voilà, oui, bien sûr que ma vie, elle n'aurait absolument pas été celle que j'ai eue. Et la confiance en soi, d'une certaine façon. Moi, je me dis, je suis arrivée en 69, toute... bon, certes jeune, donc on est plus timide quand on est jeune, mais quand même tellement pas sûre de moi, pas n'osant pas faire des choses, en me disant mais est-ce que j'ai droit à ça, pas droit à ça, et que 68 et les années qui ont suivi, mais je dis encore une fois, tout n'a pas été rose et facile, loin s'en faut, mais quand même, tout à coup, on se dit, voilà, j'ai le droit, quoi, j'ai le droit. Le plus dur, c'est de prendre le droit à la parole. Alors ça reste une histoire. J'ai remarqué que jusqu'à maintenant, pour avoir travaillé dans plusieurs sociétés, la seule société où les femmes ont vraiment parlé, c'est quand elle était dirigée par une femme, dans l'audiovisuel. Mais ça, je remarque que c'est toujours très... Mais parce que culturellement, on n'a pas encore la même habitude que les hommes. Moi, je m'aperçois toujours dans des réunions, je me dis, les hommes, ils ont une espèce de capacité à dire rien du tout en ayant l'air de dire des trucs formidables. Et ça, nous, on ne sait pas. On est très concrète, on ne sait pas. Et donc, on dit rien, on n'ose pas, parce qu'on se dit, je vais avoir l'air con. Et ça, ce droit à la parole, il est encore à travailler. Mais je pense qu'il faut du temps culturellement pour qu'on y arrive, là, c'est sûr. Ça avance quand même. Et sans dire forcément les mêmes choses que sans prendre la langue de bois des hommes, parce que c'est pas ça le but non plus. Quand je vois la faible culture politique aujourd'hui, je me dis c'est dommage, quoi, pour les gens. Et je regrette plus que ça, pas seulement la culture politique, mais même avec aujourd'hui mes enfants, tout ça, parfois ils me disent oui, mais enfin, ou tu parles trop, ou bien on n'est pas d'accord. Mais moi, je regrette, dans ma famille, par exemple, le dimanche, quand on se retrouvait, on était tous membres du parti. Alors là, pour le coup, il y avait des scissions, et on s'engueulait, mais c'était génial. Moi, je m'ennuie maintenant, il n'y a plus d'engueulade politique. Tout le monde, soit on est d'accord, soit on se dit, oh là là, attention, il ne faut pas faire de vagues, on ne va pas s'engueuler pour la politique. Qu'est-ce que c'est dommage, quoi, qu'est-ce que c'est triste. C'est vrai que cette espèce de stimulation et à travers les engueulades a été, moi je trouve, a été formidable, parce qu'en plus ça ne nous entraînait pas seulement sur la politique. Il y a eu le cinéma, il y a eu les bouquins, la littérature, parce qu'il y avait tout ce qui a concerné aussi les mœurs dans ce mouvement de 68, que le Parti communiste français ne voulait pas trop entendre. Mais nous, dans le 6e, on y était, enfin c'était...
L'espèce de rigidité morale du PC officiel, qui était d'ailleurs, à mon avis, beaucoup plus souple ailleurs, mais en tout cas nous, je dis pas comment, enfin on n'était pas du tout à faire n'importe quoi, à dire n'importe quoi, mais on était cette idée de liberté, d'attente, de se dire que la liberté sexuelle, etc., c'était là. Et évidemment que pour nous, on avait là pour le coup des divergences avec la direction, enfin avec ce qu'on entendait de la direction du parti, qui voulait pas trop entendre parler de tout ça. Or, forcément, je crois que dans tout le parti, ça a traversé l'ensemble du parti, mais a fortiori dans des milieux où c'était un peu de tradition. Moi, je me souviens, j'avais des copains qui écrivaient des romans qui étaient quand même un peu érotiques. On était très influencés par un Roger Vaillant, on l'avait lu. Bon, voilà, il y avait des choses comme ça.